Je m'appelle Suzanne Chapa-Wirtzner, je suis ethnologue et dans cette école ECAV, j'ai un cours à option dans la section bachelor, anthropologie de l'image. Et puis, ce qui m'a amené à m'intéresser à l'Italianita, c'est que je suis membre de la commission cantonale valaisanne qui a été chargée justement d'établir la liste des traditions vivantes qui sont censées représenter le Valais sur la liste nationale, voilà, dans le cadre des conventions de l'UNESCO. C'est quoi un patrimoine culturel immatériel? Voilà, alors justement. C'est quoi les critères? Exactement. Alors là, je pense que d'abord, il faut juste quelques petites notions d'histoire qui sont nécessaires pour comprendre pourquoi les ethnologues ont été amenés à devoir jouer le jeu, parce que sinon, c'est les politiques culturelles qui allaient s'emparer de toute cette histoire. Donc il fallait quand même amener la réflexion critique que des ethnologues ont fait depuis très longtemps sur ces questions de tradition, de patrimoine, voilà. Ça, c'était pourquoi, voilà, la raison de la présence des ethnologues dans de telles commissions. Et ça s'est fait un peu partout en Suisse. Alors juste d'abord, la différence entre patrimoine immatériel et patrimoine matériel. Alors là, on est obligé de faire une toute petite histoire de ces conventions de l'UNESCO parce que le souci de la diversité, de la préservation de la diversité culturelle a commencé, si vous regardez dans l'historique des conventions de l'UNESCO, a commencé très vite dans les années 50 et puis s'est focalisé d'abord autour de ce que l'UNESCO a appelé le patrimoine culturel et naturel, c'est-à-dire le patrimoine matériel. Les monuments historiques, les beaux paysages qu'il faut préserver de toute pollution humaine ou autre. Et on s'est aperçu, enfin, c'est à ce moment-là qu'il y a eu, sur le plan des rapports globaux entre les pays occidentaux, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Occident, et puis le reste du monde, un déséquilibre flagrant. C'est-à-dire que l'Europe et les États-Unis représentaient sur le plan du patrimoine matériel, donc des monuments, des paysages à préserver, quasiment 50%. Et puis tout le reste était réparti. J'ai regardé les statistiques, hein, justement. 9% pour l'Afrique, 20% pour le Japon, 10% pour l'Asie et puis les îles du Pacifique, enfin. Et à un moment donné, si je me rappelle bien, c'est le Japon qui, au moment où, après la guerre, et puis avec la montée de la puissance économique du Japon, a voulu avoir un poids plus grand aussi, enfin tous ces pays de l'Asie, qui étaient en train d'avoir une sorte de réveil économique, ont voulu être représentés d'une façon plus équilibrée, si vous voulez, au plan mondial. Et si je me rappelle bien, c'est à l'instigation de certains milieux culturels japonais qu'a émergé la tradition de trésor, le concept de trésor vivant. Et c'est pour cela que trésor vivant, alors qu'est-ce qu'on appelle un trésor vivant? Ce sont justement toutes ces personnes d'un certain âge qui détiennent, sous l'angle de la mémoire, sous l'angle de l'expérience de vie ayant passé par la guerre, par Hiroshima, enfin par toutes ces catastrophes, qui détiennent toute une mémoire justement de l'histoire du Japon et puis qui en même temps connaissent un petit peu toutes ces traditions qui constituent aux yeux de l'extérieur ce qu'on appellerait le Japon, avec tous les clichés qu'il peut y avoir. Et évidemment que je pense après c'est des relations politiques internationales qui m'échappent, mais toujours est-il que finalement il a fallu créer une catégorie, donc parmi les officiels de l'UNESCO, pour prendre en compte justement cette revendication des pays qu'on appelle aujourd'hui émergents, qu'on appelle le tiers-monde, en fait ces pays pourtant de riches civilisations mais qui étaient mal représentés. Et sauf erreur, c'est comme ça qu'a émergé cette notion, puisqu'il y avait patrimoine matériel, c'est bon, on va créer la notion de patrimoine immatériel. Et c'est la raison pour laquelle, si vous regardez sur ce qui va être classé sous la rubrique patrimoine immatériel, arrive en première position justement la notion de tradition orale. Et puis alors ensuite, les officiels ont créé toute une catégorisation. Alors il a fallu trouver quels critères justement. Alors il a fallu penser tradition orale, alors on s'est dit art du spectacle, hein. Ensuite il fallait englober le savoir-faire concernant l'artisanat, pratique et savoir-faire concernant l'artisanat traditionnel, alors travail du bois, du cuivre. Ensuite, on a pensé aussi à la nature, alors tout le savoir et le savoir-faire concernant les relations à l'environnement, les plantes sauvages, enfin cette relation à la nature. Et puis on a aussi intégré bien sûr tout ce qui était éléments rituels et festifs.
Je crois qu'il y a à peu près 5 catégories, mais on les retrouve facilement dans les conventions de l'UNESCO. Et puis à partir de là, donc, les différents pays européens, évidemment, qui se sont sentis défiés, ont joué le jeu. Et puis petit à petit, par un effet de contamination, finalement, tous les pays de la planète s'y sont mis, avec la concurrence, des concurrences patrimoniales, pour pouvoir être inscrits sur la grande liste mondiale de l'UNESCO. Et puis si on continue juste l'historique, donc la Convention pour la préservation du patrimoine culturel immatériel, elle a été signée en 2003 à Paris, et puis l'Assemblée fédérale l'a ratifiée en 2008, et sauf erreur, le Conseil fédéral l'a signée en 2009. Voilà. Et alors, ça a été donné, si vous voulez, le Conseil fédéral a confié à l'Office fédéral de la culture le mandat justement d'établir des listes, puisqu'il fallait établir des listes. Et l'Office fédéral de la culture s'est donc reposé sur les différents cantons, puisqu'il fallait tenir compte du système juridique de la Suisse, avec les différents étages fédéral, cantonal et puis communal. Et finalement, le cas du Valais, puisque c'est le cas du Valais qui nous intéresse, c'est le Conseil d'État qui a mandaté le service culturel de l'État du Valais, dirigé par Jacques Cordonnier, qui lui a formé une commission avec des représentants des institutions muséales, culturelles, médiathèques, et puis bien sûr des ethnologues, puisque le responsable de la commission est un ethnologue, et puis Thomas Antonietti. Et puis en fait, voilà, on s'est retrouvés, cette commission a été formée. La commission était très réceptive à l'avis, la commission valaisanne était très réceptive à l'avis des ethnologues, très réceptive aussi aux critiques qu'on pouvait émettre au fait de vouloir, parce que c'est un vieux débat dans les sciences humaines, au fait de vouloir réduire ce qu'on appelle un univers culturel à une liste de traits culturels, parce que ça rappelait tellement les débuts des sciences humaines avec justement la définition des cultures par ces traits qu'on épingle sur des cartes avec les territoires, etc. Mais sans ce qui occultait, ce qui fige justement tout un processus, et puis qui fait que finalement on a l'impression que les différentes spécificités sont fossilisées finalement. Donc là, il y avait véritablement une grande compréhension et un grand accord de la Commission sur le fait qu'il fallait vraiment à la fois jouer le jeu, mais à la fois montrer qu'il y avait eu une grande réflexion justement sur l'établissement de ces listes. Et alors, il a été convenu que jouer le jeu, ça voulait dire à la fois faire une liste, mettre dans la liste, parce que le Valais finalement a retenu 9 traditions vivantes, à la fois mettre des éléments attendus, par exemple les combats de rennes ne pouvaient pas ne pas y figurer, les Tcheguetés du Lochental la même chose, la fête Dieu de Saviez aussi, mais de mettre aussi dans cette liste des éléments tout d'un coup surprenants, parce que vient faire par exemple la question des avalanches et de la gestion des risques liés à une architecture de la pente et au fait qu'en Valais on vit sur des pentes. Alors ça a été mis sur cette liste. Que vient faire aussi par exemple les consortages? Toute l'économie valaisanne, elle est fondée depuis le Moyen-Âge, quand il y a eu toute la volonté des collectivités paysannes locales de se débarrasser du joug des seigneurs, de l'évêque, il y a toute une lutte politique qui a commencé par des petites associations économiques de travail en commun, de répartition du travail en commun qu'on appelait les consortages. Et on a tenu véritablement à ce que ce soit sur cette liste. Et ça, c'est notre plus grande victoire, si on peut. Vraiment, on est enchanté de ça. Et puis, d'autre part, il fallait montrer aussi que la société valaisanne, contrairement de nouveau à ce que les politiques veulent faire croire, elle est très divisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une unanimité derrière les choix économiques du canton. Donc, il fallait jouer, justement, utiliser ces notions très dynamiques, c'est-à-dire faire ressurgir les notions de tension, de conflit, de relation, pour après choisir en fait ce qui allait être représentatif du Valais. Et c'est dans cette perspective-là que la notion d'italianità s'est imposée comme exemplaire constitutif de l'identité valaisanne. J'emploie là le mot identité, pas à mon titre, mais véritablement parce qu'il fallait le mettre sur la liste, au même titre que ce qui allait être les masses de Lochental, les Tcheguetés ou bien les combats de rennes. Il y a italianità, et c'était un contre-pied voulu à valesianità.
hein, cette espèce d'identité valaisanne figée avec tous ces clichés dont jouent les politiques aussi, face à Berne, enfin voilà. Et alors après, il a fallu argumenter, bien sûr, il fallait jouer avec les critères, hein, puisque l'Office culturel a envoyé à tous les services culturels une liste de critères qu'il fallait observer. Alors, n'importe quoi ne pouvait pas figurer sur cette liste. Il fallait vraiment remplir, c'était des formulaires, il y avait tant de mots, tant de signes qu'il fallait remplir, il fallait vraiment remplir toutes ces conditions, sinon il n'y avait aucune chance que l'élément désigné soit retenu. Alors, je me suis amusée à jouer avec 3 critères, je les ai pris à la lettre. Enfin, parce qu'il fallait d'abord convaincre la commission que c'était un bon choix. Et la commission a été enchantée, évidemment. Ça a été tout de suite, tout le monde a été d'accord. Alors, en regardant bien les critères qui étaient inscrits sur ces formulaires, je me suis aperçue qu'il y avait 3 critères, en les prenant à la lettre, qui pouvaient servir autant d'arguments à inscrire l'italianità sur cette liste. Alors, ces 3 critères, il y avait le critère de la mobilité. Hein, les porteurs de tradition vivante. Hein, les porteurs de tradition vivante peuvent être considérés comme mobiles, c'est-à-dire qu'ils peuvent se déplacer dans l'espace suisse, n'est-ce pas? Ils ne sont pas figés, attachés sur leur coin de terre. Donc ça, c'était un premier critère. Alors évidemment, si on regardait ces critères, on voyait en tout petit, écrit en minuscules caractères, les traditions des groupes de migrants peuvent être prises en compte. Donc sous ce critère numéro 1, mobilité des porteurs de tradition. Bon, ça en a été un. Puis ensuite, un deuxième critère, c'était la continuité. Il faut que sur des générations, ces porteurs de traditions vivantes puissent avérer que véritablement, ils se transmettent de père en fils depuis la nuit des temps, hein, selon le langage convenu. Et là, évidemment, les Italiens, ça fait depuis la Renaissance, et si ce n'est pas plus tôt qu'il y a des Italiens qui se sont établis en Valais. Donc, de nouveau, critère rempli. Et puis, le troisième critère, c'était l'ancrage dans la communauté, dans la communauté locale. Alors, si ça vous intéresse, on pourra faire juste une petite historique de la présence des Italiens en Valais. Alors, évidemment, il y a eu des réseaux qui se sont tissés, qui étaient économiques, qui étaient culturels, mais il y a eu des mariages, il y a eu des liens amoureux, des liens de parrainage qui se sont constitués de chaque côté du Simplon, si vous voulez, et ça depuis très longtemps. Donc, tous ces 3 critères qui étaient vraiment essentiels pouvaient être pris à la lettre et utilisés pour argumenter en faveur de l'inscription de l'italianità sur la liste cantonale. Et c'est comme ça qu'après, c'était pas tout de la mettre sur la liste cantonale, mais il fallait que ça passe aussi sur la liste nationale, que ce soit aussi retenu sur la liste nationale, ce qui a été le cas. Ce qui m'a beaucoup intéressée donc, en travaillant un petit peu cette question, c'est de voir que ce sont en fait, c'est tous ces mouvements, cette présence italienne qui a introduit véritablement en Valais l'économie de marché. Alors, les artisans, qu'est-ce qu'ils ont amené? Ils ont amené tout un savoir-faire, le cuir, le bois, l'étain, les fameuses chaînes valaisannes qui ont été tellement un emblème, mais ça vient du savoir-faire qui a été amené par des artisans du Piémont et de la Lombardie. Puis entre Brigue et puis Domodossola, avec le marché de Domodossola, il y a toujours eu des liens très forts. Et puis ensuite, vous avez eu aussi les décorateurs d'églises. Au XVIIe siècle, vous avez eu ce peintre Rabiato, Joseph Rabiato, justement au XVIIIe siècle, qui a décoré des églises, qui a fait des grands portraits justement de toutes les familles nobles du Valais. Donc il y a véritablement eu sur le plan de la culture et de la peinture énormément de choses par les églises. Et puis ensuite, au XIXe siècle, fin du XIXe siècle, vous avez eu la construction des tunnels du Simplon et de Lötschberg. Il fallait bien des ouvriers. Vous avez des milliers de maçons qui sont venus apporter leur savoir-faire du travail de la pierre et qui se sont installés, qui ont travaillé, qui ont contribué au creusement de ces 2 tunnels. Et certains se sont installés, ont pris femme, se sont installés et sont devenus des entrepreneurs aujourd'hui très prospères. Par exemple, la fondation Gianada, dont s'enorgueillit Martini, le Valais, eh bien, c'est le grand-père justement de Léonard Gianada qui a fait partie justement de tous ces travailleurs au début du XXe siècle.
les baraquements pour les Italiens à Naters, donc véritablement tout près du creusement du tunnel de Lötschberg, ça s'appelait le village nègre. Donc ils ont vécu, justement, ils ont subi tous les stéréotypes des migrants. Et puis ensuite, petit à petit, comme ils se sont un peu fondus dans la population valaisanne, ils sont devenus un peu invisibles, et c'est le signe de leur intégration, ont succédé après d'autres arrivées de migrants, les Espagnols, les Portugais aussi, avec leurs colonies, avec leurs centres, avec leurs écoles, avec leurs rapports. Et puis ensuite, les Tamouls, les Kosovars, et puis alors les Kosovars subissent ce que ils ont la malchance d'être musulmans, même si c'est des musulmans modérés, pas forcément radicalisés du tout, ils ont la malchance d'être musulmans, tandis que les autres étaient catholiques, alors ça a créé des liens une ressemblance possible par justement ce biais-là, en disant ils sont du Sud, ils sont catholiques, donc ça faisait comme une sorte de rapprochement possible, tandis que là ils viennent de l'Est, ils viennent de régions guerrières, on reporte sur eux, si vous voulez, toutes sortes de stigmates dont héritent toujours les nouveaux migrants qui arrivent. Voilà, Et je me rappelle que quand une chercheuse à l'université de Lausanne, quand elle a su, qui s'est beaucoup intéressée à l'image des Italiens dans les médias, télévision, presse, dans les années justement avant la guerre et puis jusque dans les années 50-60, elle trouvait très bien d'inscrire l'Italianità sur la liste cantonale et nationale, et elle a eu une objection qui était excellente, elle a dit mais pour finir, ça va de nouveau faire un clivage entre les bons migrants et puis les mauvais migrants. C'est-à-dire qu'en voulant bien faire, on a aussi mal fait. C'est-à-dire qu'on a comme désigné à notre corps défendant un exemple de bon migrant. Sous-entendu, il y en aurait justement qui seraient plus visibles, donc plus turbulents, donc plus problématiques. Enfin, donc voilà un petit peu les circonstances dans lesquelles c'est faite, si vous voulez, cette inscription de l'Italianità. Comment vous décrirez l'Italianità? Alors d'abord, c'est une présence italienne ou... Justement, le terme il est très mauvais, le terme Italianità, parce que c'est faire ce que les ethnologues ne veulent pas faire. C'est-à-dire que c'est figé dans un mot, Italianità, une société qui est extrêmement diversifiée, qui est traversée des mêmes tensions que la société valaisanne, dans laquelle elle s'est intégrée. Donc c'est un très mauvais mot. Mais parce que ça voudrait dire qu'il y a de nouveau une essence italienne qui n'existe pas, bien entendu. Mais il fallait voir un petit peu dans le contexte de ces listes, c'était le seul moyen d'opposer à ce qui allait devenir une sorte de Valaisanità à travers toujours les combats de reines, la fête Dieu, enfin toujours le Valais rural, le Valais pieux, le Valais montagnard. Il fallait opposer, c'était plus un mot stratégique, un outil stratégique, plus que finalement une réalité. L'ethnologue ne peut pas adhérer au mot Italianità parce qu'il fait exactement ce qu'il ne veut pas faire, ce qu'il reproche aux politiques de faire. Mais c'était dans le contexte là, c'était nécessaire pour rendre visible ce qu'on voulait faire. Et puis c'est pour ça que la stratégie de la commission cantonale valaisanne, c'était aussi de dire, il faut déjà que sur la liste, on voit qu'il y ait des choses qui ne correspondent pas vraiment aux attentes. Et que ça donne peut-être, je dis peut-être, envie aux gens de cliquer sur le mot, et puis de voir que sous le mot, il y a justement tout un dossier qui présente justement une réflexion sur le pourquoi, sur la question de la longue présence historique, sur les tensions, ça n'a pas manqué de soulever, sur la diversité de la présence italienne, justement, parce qu'il y avait dans les colonies italiennes, selon les affiliations politiques, il y avait des tensions aussi, qui se sont plus ou moins mêlées, recoupées avec les tensions de la société valaisanne. Donc vous avez raison de poser cette question, parce que c'est un très mauvais mot, mais il était nécessaire. Parallèlement à tout ce travail qui devait mener à l'inscription de l'Italianità sur la liste, le représentant de la communauté valaisanne, de la communauté italienne à Sion, a organisé un colloque, un grand débat dans la salle du Grand Conseil sous le titre « De migrants à citoyens ».
Et il a convoqué, et j'ai pu assister justement à ce débat, il a convoqué justement les candidats au Conseil national, et chacun des représentants des différents partis était sommé de se prononcer sur cette question. On est migrant, à partir de quand on devient citoyen? Et c'était bien sûr sous-jacent la question, peut-on être citoyen sans être naturalisé? Donc là, c'était véritablement en parallèle, hein. On ne s'était pas du tout concerté, et c'était véritablement, ça devrait être une des issues, c'est-à-dire qu'à un moment donné, se repose de nouveau la question de qu'est-ce que c'est la citoyenneté helvétique. Est-ce qu'elle doit forcément passer par la naturalisation? Et le mot en français est très intéressant, c'est parce qu'on doit acquérir une seconde nature, naturalisation. Sous-entendu, avant que la double nationalité soit autorisée juridiquement, il fallait abandonner sa première nature et puis revêtir la deuxième nature. Donc, derrière le mot naturalisation, il y a une conception justement ethnicisante, une conception essentialisante de l'identité. L'identité est une nature. Or, pour l'ethnologue, justement, l'identité est un processus relationnel qui est toujours en transformation sans arrêt, avec des tensions inévitables, et puis des discussions et des débats. Cette convention pour la préservation du patrimoine culturel immatériel, elle spécifie bien, il s'agit de montrer, alors ça c'est l'Office fédéral qui a rédigé justement ces instructions, il s'agit de faire prendre conscience de la diversité culturelle de la Suisse et de son potentiel créateur de cette diversité. Donc, c'est pour ça aussi que l'Italianità elle avait toute sa place, parce que ce qui s'est passé en Valais avec les Italiens, qui étaient le premier groupe migrant conséquent, ça peut être transposé au plan suisse. Alors dans quelle mesure, dans l'image que la Suisse officielle voudra présenter à l'extérieur, cette fameuse image de la Suisse, ou singulier ou au pluriel, dans quelle mesure est-ce que des éléments de ces listes qui traitent justement de la présence de la migration, du phénomène de la migration, dans quelle mesure ça va être pris en considération? Non lo so.